Eh bien, bonjour à tous. Je vais d'abord, selon la coutume, vous rappeler les dates des prochains séminaires de cette année académique. Alors, je rappelle aussi que les séminaires ont toujours lieu le lundi, entre 20h et 21h30, 22h. Ils ont toujours lieu au Théâtre de la Commune à Aubervilliers. Et comme toujours aussi, je tiens à remercier une fois de plus vivement ce théâtre pour son hospitalité depuis des années. Alors, les prochains séminaires, pour ceux qui n'ont pas encore noté, auront lieu à coup sûr le 18 mars, le 13 mai et le 10 juin. Le séminaire du mois d'avril est pour l'instant fixé au 8 avril, mais il semble que ce soit une date douteuse, vu sa place par rapport aux vacances de Pâques. Donc il y aura sans doute une modification dont je vous tiendrai informé concernant le séminaire d'avril. Tous les séminaires cette année, c'est une décision personnelle, porteront en fait que sur des thèmes rendus naturels par les circonstances. C'est-à-dire, chaque séance concernera à certains égards une situation dont l'évidence est partagée par tout le monde. Par ailleurs, au moins pour aujourd'hui, il n'y aura pas de questions à la fin du séminaire. Vous pourrez soit vous adresser à Isabelle Vaudoz ici même, soit faire transiter des interrogations par le théâtre, soit évidemment préparer des questions que nous traiterions au début de la séance du mois prochain. Donc vous avez le choix de ces différentes pratiques concernant les questions. Je suis un peu trop fatigué, disons, pour le faire en soirée maintenant. Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la mort. Disons que le titre de mon intervention pourrait être « Dans le monde actuel, que dire de la mort et de l'existence ?» Alors, pourquoi vous parler de la mort en ce moment? Pourquoi est-ce mon choix? Alors j'écarte sans hésiter le motif qu'on pourrait imaginer et qui est tout simplement mon âge, n'est-ce pas? Il serait normal, après tout, de penser publiquement à la mort quand on a 87 ans. Je peux vous assurer qu'il n'en est rien. Quand j'y pense de cette façon, la mort, ce n'est finalement qu'une abstraction. La vraie raison est que nous sommes dans une conjoncture mondiale de plus en plus hantés par la mort. C'est une évidence empirique, aussi bien au niveau politique qu'au niveau économique ou sociologique, et que dans les traductions idéologiques de ces niveaux. D'abord, la guerre est revenue aujourd'hui dans tous les continents sous différentes formes. Il y a des guerres brutales autour de la question du pouvoir dans les pays autrefois colonisés, notamment en Afrique. Il y a au Moyen-Orient des guerres féroces de type colonial ou post-colonial, y compris le terrible affrontement entre Israël et les peuples palestiniens. Il y a de fréquentes et longues guerres civiles pour le pouvoir d'État, tant en Asie qu'en Amérique du Sud. Et puis la guerre s'est installée, comme vous savez, en Europe, tout près, en Ukraine, avec un terrible cortège de destruction et de victimes. À l'horizon, là c'est ma prédiction,
une guerre mondiale est probable. Je crois qu'on peut lire et déchiffrer cette présence insistante de la guerre comme une sorte de préliminaires dispersés pour l'instant, qui coaguleront à un moment donné dans une guerre mondiale. Une guerre qui opposera en fait principalement les candidats à la direction du marché capitaliste mondial, à savoir les États-Unis et la Chine. C'est une prédiction. Une guerre qui ressemblera, à mon sens, par ses origines et, hélas, par son nombre de morts, qui ressemblera beaucoup, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai cette année, à la guerre de 14-18, beaucoup plus qu'à la dernière guerre, grande guerre mondiale. Alors je crois qu'on peut appeler ces guerres étatico-politiques et considérer qu'elles mettent évidemment à l'ordre du jour la question des victimes et de la mort. C'est la première. Ensuite, nous avons connu, y compris ici même, diverses pandémies, généralement mondiales, dont le bilan comporte de nombreux morts et aussi de forts désordres, dont on parle souvent aujourd'hui, de désordres médicaux et idéologiques. Citons les deux plus importantes, le sida, qui a ravagé, nous pouvons encore nous en souvenir, notamment le monde homosexuel masculin, et le Covid, qui, outre ses malades et ses morts, a sévèrement bousculé la vie quotidienne de millions de gens. Ensuite, dans le monde monétaire et salarial qui est le nôtre, et pour animer encore la question de la mort, on a vu croître un déficit médical, par manque de médecins et pénurie de médicaments, sans compter la crise universelle des hôpitaux. La mort est donc un paramètre important d'un monde à la fois anarchique dans son existence réelle, tout le monde convient que l'univers est déplacé, qu'il est en crise, et par ailleurs sévèrement contrôlé par le déploiement illimité de la dictature du capital. Cette désorientation, aujourd'hui, elle s'étend à des parties entières de la jeunesse. Et elle a fait que, comme on l'a contrôlé récemment, l'idée du suicide s'est étendue dans la jeunesse de façon dramatique, en même temps que des formes de violence anarchique s'y répandaient, y compris via Internet et les prétendus réseaux sociaux. La mort est donc réellement un paramètre important de notre monde, et c'est pourquoi j'ai décidé de tenter de voir clair à la notion même de mort, ainsi conçue, telle que la philosophie peut la proposer. Naturellement, je n'échapperai pas à la manie philosophique de remonter au concept pour comprendre des citations. Je vais donc vous proposer, dans tout ce séminaire, une vision argumentée du couple que forment l'existence et le néant, ce qui veut aussi dire, moins généralement, mais plus précisément, le couple de la vie et de la mort. Alors je vais commencer par la mise en scène religieuse de la question. Les Saintes Écritures, beaucoup d'entre vous sûrement le savent, écrivent ceci: « Ainsi parle le Seigneur Dieu, j'existe. » Et n'est-ce pas en effet un privilège du divin que de pouvoir en toute certitude créatrice prononcer sa propre existence? Nous pouvons à ce propos penser à Descartes. Car Descartes, en disant « cogito ergo sum »,
enchaîne en sorte de je pense un je suis. Un je suis qui en latin est indiscernable d'un j'existe. Et de ce point de vue-là, Descartes fait passer, transférer à l'homme les attributs de la transcendance, les attributs de la modalité avec laquelle Dieu prononce « j'existe ». Au fond, on peut interpréter comme l'identité de l'existé pur tel que Dieu le proclame, le cogito existo de Descartes, par quoi un point sujet en vient à supporter, par la seule évidence de son acte et de sa vie, l'entière reconstruction des certitudes. C'est que Descartes, qui est ici important, Descartes dote le sujet, avant toute substantialité, de cette transcendance intérieure qu'on appelle la liberté. Et c'est bien pourquoi l'existentialiste Sartre, pour qui commençait l'exister est originaire, antéprédicatif, préalable à toute identité qu'on lui suppose, reconnaissait en Descartes un de ses précurseurs les plus déterminés. Il envoyait pour preuve l'assertion cartésienne selon quoi la liberté, en tant que pur pouvoir d'affirmation ou de négation, est tout aussi infinie en l'homme qu'en Dieu. La liberté était le nom subjectif de l'existence. Mais vous voyez, si l'existence comme liberté est le pouvoir infini de la négation, alors il faut bien en venir à énoncer que son essence est le néant. Énoncé qui en est fait la pierre angulaire de l'édifice sartrien. Car de n'être rien que le pouvoir de néantisation de toute donnée d'être, la liberté ou l'existence, ne peut qu'être l'être de ce rien, soit le néant comme nom générique de tout rien particulier. C'est ce motif cartésien du sujet comme existence infinie dans et par la liberté qui soutient la fameuse définition sartrienne de la conscience, c'est-à-dire de l'existence. La conscience est, je cite, un être qui est dans son être, question de son être, en tant que cet être implique un être autre que lui. Définition capitale dont un humoriste, évidemment, remarquait qu'elle n'utilisait 5 fois le mot « être » que pour nommer le néant. Et la conséquence immédiate de cette définition, de cette corrélation existentielle entre l'être et le néant, est en effet que la conscience vivante, n'est pas ce qu'elle est et est ce qu'elle n'est pas. Si l'existence est liberté infinie, elle est constamment remise en question de son être et ne s'identifie à aucune des formes d'être qu'elle revêt. Elle se tient au-delà de toutes les formes qu'elle revêt, qui ne sont que son en dehors singulier ou des objectivations tout à fait transitoires. Autre formule de Sartre que je cite ici, l'existence transcende son propre être. Autant dit que l'existence, retenez bien ce point, l'existence ici où nous en sommes est pure négativité et que si on tente d'inscrire l'existence dans un environnement ontologique, il faudra affirmer que l'existence est ce qui s'oppose et objecte à tout être, qu'on suppose le sien, qu'elle en est le dépassement de cet être, et que donc elle ne l'est pas, cet être. Et à tout être qu'on suppose ne pas être le sien, elle peut néanmoins en être la visée consciente, par dépouillement libre de son être. Autrement dit,
pour récapituler ces propositions assez complexes, l'existence, au sens sartrien ou cartésien, se distingue de l'être dans l'exacte mesure où elle est le néant. Donc, nous sommes là dans les abords ontologiques de la question de la vie et de la mort, dès lors que exister, c'est être libre, donc être indéterminé quant à l'être, être et accepter d'être en proie au travail du néant. Vous voyez comment nous approchons de la question de la mort par paliers. Dans le dispositif sartrien, l'existence ronge l'être, l'existence fait trou dans le réel, l'existence, finalement, n'a pour être que le manque à être. Alors c'est ici que nous allons rejoindre la question de la mort. La mort n'est-elle pas alors à la vie, mort-vie, exactement ce que l'existence est à l'être, existence rapportée à l'être par le non-être? Car finalement, la mort n'est pas plus extérieure à la vie que la conscience ne l'est à l'être. De même que ce n'est qu'en transcendant tout être supposé, qu'en faisant que tout être supposé et doit être dépassé, que la conscience s'affirme comme liberté. Ce point est fondamental dans la doctrine que nous étudions pour l'instant. La liberté est un nom négatif au regard de l'affirmation d'un être. Et donc, la liberté se constitue comme néant, de même que ce n'est parce qu'il est hanté par la dissolution originaire de sa propre composition vitale qu'un organisme s'affirme comme vivant ou comme participant à la vie. La mort, au fond, transcende toute vie particulière comme la liberté transcende toute forme d'être. Car la mort est ce par quoi toutes les formes successives du vivant sont déposées et résiliées au profit de l'unique puissance informe de la vie, existence informe de la vie que les philosophes ont également étudiée. Cette forme, c'est l'élan vital pour Bergson, c'est la vie inorganique pour Deleuze, et c'est les plis aveugles de la molécule d'ADN pour la biologie contemporaine. Au fond, la valeur infinie de la vie ne s'affirme, en un certain sens, que par la mort. Seule la constante disparition de milliards d'individus singuliers, de millions de formes spécifiques, atteste que l'affirmation vitale et sa chimie particulière sont des forces génériques de l'être, indifférenciées par ce qui les manifeste. Disons, comme la formule la plus importante du moment, dans cette optique, la mort est, pour tout vivant particulier, la transcendance en lui-même de la vie. La mort est, pour tout vivant particulier, la transcendance en lui-même de la vie. Elle est ce par quoi, au-delà de l'être multiple dérisoire des individus vivants, s'affirme l'existence de la vie. Au fond, à chaque fois qu'un vivant meurt, ce qui est dit silencieusement par tout l'entourage, c'est « moi, la vie, j'existe ». Ce qui, remarquons-le, est parlé comme le Seigneur Dieu dont nous sommes partis. La liberté de la vie, c'est justement que tout vivant soit mortel. Tout comme la liberté de la conscience, c'est qu'aucun de ces états ne la définisse et qu'elle les transcende tous.
l'évolution des espèces et les conversions de la conscience disent la même chose. Le néant comme conscience de soi, l'existence de la vie comme mort. Alors on éclaire ainsi la secrète complicité philosophique des théories qui enracinent le sens dans les intentionnalités de la conscience, disons pour faire court, les orientations phénoménologiques, et des théories en apparence tout à fait adverses qui font de la vie le nom actif de l'être. Disons les vitalismes, Nietzsche, Bergson, Deleuze. Cette complicité repose sur l'admission axiomatique d'un terme qui a puissance de transcender les états qui le déploient ou le déplient. En sorte, et ça c'est le point capital, toute singularité d'être n'est exactement pensée que dans la description la plus fine possible de l'acte unique qui la constitue et qui la rapporte à l'un, dont elle est un mode transitoire. Et certes, le terme « un » est dans ce cas la conscience intentionnelle et ses constituants, et dans l'autre, c'est la vie inorganique, sa puissance ou son élan vital dans les organismes. Et finalement, toutes les singularités actuelles sont des modalités évanescentes. Mais le mouvement de pensée est le même, qui pose aux lisières de l'inexistant, le néant libre de la conscience, l'informe chaotique de la vie comme telle, une figure du sujet et les individus vivants. Exister veut alors dire être dans le mouvement constituant de la surexistence originaire. Ou encore, exister, c'est être constitué par la conscience, par la vie. Mais dans cette logique, être constitué veut aussi bien dire être néantisé, car l'acte constituant n'avère sa surexistence que dans la déposition, la précarité, la mortalité de ce qu'il constitue. Finalement, un état de conscience, ça n'est en définitive que sa dissolution dans le temps, et c'est pourquoi Husserl, par exemple, a conduit son entreprise vers une infinie description du flux temporel comme tel, la conscience intime du temps, qui est au fond le passage de la mort dans la conscience constituée, et ça affirme tout à fait exemplairement la surexistence, l'intemporalité de la conscience constituante. Et comme nous l'avons déjà dit, la mort d'une vie singulière est la preuve nécessaire de l'infinie puissance de la vie. Il faut bien voir cette expérience infiniment répétée. La preuve nécessaire de l'infinie puissance de la vie n'est jamais aussi patente que dans la mort d'une vie singulière. Alors nous pouvons donc dire que le terme commun, s'agissant de toutes ces questions, à la phénoménologie et au vitalisme, est la mort, comme attestation de l'existence finie, laquelle est simple modalité d'une surexistence infinie, ou d'une puissance de l'un que nous n'expérimentons qu'au revers d'elle-même, dans la limitation passive de tout ce qui lui a plu de constituer, ou dirait Leibniz, de tout ce qui lui a plu de fulgurer. Alors disons que dans tous les cas, la garantie de l'un comme puissance constituante. Spinoza dit natura naturans est la mortalité ou la finitude du multiple comme configuration constituée, natura naturé, état de conscience, individus actuels. Finalement, seule la mort fait preuve de la vie. Seule la finitude fait preuve de la constitution transcendantale de l'expérience. Et dans un cas comme dans l'autre, à l'arrière-plan,
un dieu laïcisé ou sublimé opère comme un coulissier surexistant de l'être. On peut l'appeler vie, ou comme Spinoza, substance, ou encore conscience. Quel que soit son nom, c'est toujours de lui qu'il s'agit, cet infini sous-jacent dont la mort est l'écriture terrestre. Arracher l'existence ici-bas à sa corrélation mortelle exige qu'on s'arrache axiomatiquement aussi bien à la constitution phénoménologique de l'expérience qu'à la nomination nietzschéenne de l'être comme vie. L'impératif qui est le nôtre à cet endroit se dira « penser l'existence sans finitude ». C'est l'impératif libérateur qui dissocie l'existé de son épinglage au signifiant ultime de la soumission, qui est la mort. La possibilité de penser l'existence sans finitude revient à la soustraire, cette pensée de l'existence, à la dictature de l'obligation mortelle. Alors il est vrai, comme le disait Hegel, que la vie de l'esprit, entendons la vie libre, est celle, je le cite, qui ne recule pas devant la mort et se maintient dans la mort même. Phrase capitale du dispositif hegelien, la vie de l'esprit est celle qui ne recule pas devant la mort et se maintient dans la mort même. Ce qui veut dire la vie indifférente à la mort, celle qui ne mesure son actualité ni à la constitution de l'expérience, ni à la souveraineté chaotique de la vie. Quand nous en sommes là, nous pouvons poser la question suivante. À quelles conditions l'existence, la nôtre, la seule que nous puissions attester et penser, est-elle celle d'un immortel ? C'est, Platon et Aristote étaient d'accord au moins sur ce point, l'unique question dont, à leur avis, on puisse dire qu'elle relève de la philosophie et d'elle seule. À quelles conditions l'existence peut-elle être celle d'un immortel et d'être vécue et pratiquée à travers même la facticité de la mortalité comme étant la vie d'un immortel. Tout ça nous mène à une deuxième grande interrogation que je titrerai, pour avoir tous les concepts qui sont requis, être, apparaître, vérité. Être, apparaître, vérité. Alors posons au départ, dans le style de l'atomisme antique, que l'être est pure multiplicité, sans fond ni sens. Portons le deuil de l'un à ses ultimes conséquences. Il n'y a pas de constitution de l'expérience, il n'y a pas de vie générique, il n'y a que la surface plate des multiplicités quelconques. Et la pensée de cette surface, de cette multiplicité quelconque, porte depuis les Grecs le nom de mathématiques. Ce qui ne se soucie dans une multiplicité que de son être multiple, à l'exclusion de toute qualité comme de toute intensité. Dans ces conditions, être, c'est pour un multiple appartenir à un autre multiple, obligatoirement, dont l'être est déjà, lui, supposé. Nous nommerons situation ce multiple référentiel, le multiple qui nous fait être par notre appartenance à lui. Il prodigue, ce multiple, son peu d'être à tout ce qui s'y inscrit comme élément. On dira alors qu'être, c'est appartenir à une situation. Et si l'on retient le formalisme de la théorie des ensembles, tel qu'il s'enseigne dans les écoles, on dira ceci: si petit a
est le multiple dont on assure qu'il est. Et si grand S est la situation référentielle, l'énoncé qui assume et assure l'être de petit a s'écrit petit a appartient à S, avec la fourchette de l'appartenance telle que les mathématiques l'ont traduite. Alors on pourrait dire, voilà, l'énoncé existentiel définitif et principal pour quoi que ce soit qui a pour nom A, et de repérer son appartenance à ce qui lui fournit son être. Et toute vérification d'existence effective se fait en dernier ressort au régime de l'appartenance à quelque chose dont l'existence effective est déjà garantie. Donc la garantie d'être advient à quiconque parvient à se prodiguer comme énoncé de quelque chose qui a déjà été validé comme existence. Cette assertion d'être, par l'appartenance à un autre être, ne nous dit pas cependant en quel sens l'élément A existe. C'est un point ici très important et qui a traversé toute l'histoire de la philosophie, la distinction entre être et existence. Car l'existence, elle, n'est rien si elle n'est pas une qualité de l'être. Or, que l'existence ne soit rien si elle n'est pas une qualité de l'être, nous empêche de considérer que le fait que A appartienne à S suffit à déterminer l'existence de A. On n'a simplement que la figure abstraite de son être. Alors si maintenant, au point où nous en sommes, nous disons que l'existence est une qualité de l'être existant, une intensité de ce qui fait être, la formule devient l'existence est l'intensité propre avec laquelle un multiple s'inscrit et appartient à l'infini d'une situation. Cette formule est une définition cruciale. Je la redis sous sa forme simple. Exister, c'est nécessairement participer dans une mesure évaluable à l'infini. On existe toujours, donc, plus ou moins. Disons que, si nous reprenons le multiple petit a, son existence, qui n'est pas son être, mais qui est son degré d'être, et donc la valeur exacte de la formule A appartient à S, va se disposer entre une existence absolue, l'appartenance de A à l'infini S est certaine et complète, la formule A appartient à S est vraie, premier abord, et l'inexistence, à savoir l'appartenance de A à l'infini S, s'avère nulle si la formule A appartient à S est entièrement fausse. L'être, alors, inexiste en S. Alors, ces deux polarités extrêmes de l'existence, qui sont le schéma de l'existence et le schéma de la non-existence, évidemment, n'objectent pas au fait d'en trouver beaucoup d'autres, mais c'est elle qui est fondamentale dans les problèmes qui vont nous conduire progressivement à la question de la mort. Alors maintenant, posons la question simple, comment la situation, le S, le grand S, qui est la situation, comment prodigue-t-elle aux multiples qui lui appartiennent leur localisation? On dira que petit a appartient à S, mais ça concerne son être. Mais qu'est-ce que le là de l'être là? Qu'est-ce qui, dans cette affaire, décline ou prodigue une localisation effective, un lieu, et non pas simplement lieu comme première détermination de l'existence, et non pas existence purement
abstraite. Alors, on ne peut pas fixer dans une situation donnée la localisation d'un multiple. Il faut pour cela avoir un réseau de relations qui détermine sa différence avec les autres éléments de la situation. Vous comprenez, à ce stade-là, la question est de savoir qu'est-ce qui différencie A appartient à S de B qui appartient aussi à S, étant entendu que ce qui leur prodigue leur existence est la même chose. Nous entrons donc dans un autre niveau qui va être l'existence, en quelque sorte, apparaissante d'un multiple au-delà de ce qui est son pur être. Et en effet, encore une définition, nous appellerons apparaître ce qui, de l'être comme tel, qui est finalement toujours une multiplicité mathématique, ce qui, de l'être comme tel, est pris dans un réseau relationnel situé, tel qu'on puisse dire que cet être est plus ou moins différent de cet autre être. Autrement dit, c'est en parvenant à la différenciation immanente qu'on passe de l'évaluation de l'être comme tel d'un élément quelconque à son apparaître en tant que réseau relationnel qui porte des différences avec d'autres éléments exactement situés. Parce que vous voyez, c'est un point peut-être un peu compliqué, mais ontologiquement, un multiple ne peut pas différer plus ou moins d'un autre, ce qui nous donnerait une autre solution sur le qualitatif, en quelque sorte. Un multiple n'est identique qu'à lui-même, et c'est une loi de l'être en tant qu'être que la moindre différence locale, portant par exemple sur un seul élément de l'ensemble considéré, au milieu d'une infinité d'autres, une différence portant sur cet unique élément se propage finalement en une différence globale absolue. Autrement dit, un élément à qui manque un autre élément d'un autre élément lui est complètement différent. Alors, selon l'apparaître, il n'en va pas de même. Il est clair qu'en situation, les multiples peuvent différer plus ou moins, se ressembler, voisiner. Il faut donc admettre que ce qui régit l'apparaître n'est pas la composition ontologique d'un des temps singuliers. C'est-à-dire ce qui régit l'apparaître, en fin de compte, ne se réduit pas à la multiplicité comme telle, mais ce sont les évaluations relationnelles qui fixent la situation et qui la localisent en elle. Alors, ces évaluations n'identifient pas toujours la différence locale et la différence globale. Elles ne sont pas ontologiques. C'est pourquoi on appellera logique, et non pas ontologie, les lois du réseau relationnel qui fixent l'apparaître en situation de l'être multiple. Toute situation, c'est-à-dire tout S, possède une logique propre qui est législation de l'apparaître ou du là de l'être là, et qui permet de différencier qualitativement les éléments d'une même totalité. Alors vous voyez, le réquisite minimal pour toute localisation est qu'on puisse fixer un degré d'identité ou de non-identité entre un élément A et un élément B, supposés l'un et l'autre appartenir à la situation. Il va falloir donc distinguer ce que ces éléments ont ontologiquement de commun, la co-appartenance à la même situation, de ce qui, par ailleurs, les identifie comme différents. Alors ceci mène à penser que dans toute situation existe ce que nous appellerons une fonction d'apparaître, qui n'est pas la fonction ontologique de l'appartenance, mais qui est l'obligation d'une fonction immanente qui provoque et pense les éléments comme différents à l'intérieur du même multiple. Au fond, une fonction d'apparaître, distincte de la fonction d'existence,
qui, là c'est assez simple, qui étant donné deux éléments de la même situation, S, mesurent leur degré d'identité, l'un par rapport à l'autre. Là, il ne s'agit plus de mesurer l'appartenance, mais de mesurer la relation. Au fond, ça désigne la mesure selon laquelle, d'après la logique de la situation, nous pouvons dire que les multiples A et B apparaissent différents ou identiques. Mais alors, on va dire, d'accord, mais qu'est-ce que c'est cette fonction d'apparaître, finalement? Qu'est-ce qui mesure le degré d'identité entre deux apparitions de multiplicité? Et là encore, la difficulté, il n'y a pas de réponse, la difficulté philosophique, il n'y a pas de réponse générale ou totalisante. L'échelle d'évaluation de l'apparaître est donc la logique d'une situation, non plus son ontologie, mais sa logique d'une situation dépend de la situation. Ce que l'on peut dire, c'est que dans toute situation existe une échelle comparative, c'est-à-dire un organe de différenciation immanente. Alors nous appellerons, et cela a été fait y compris par les mathématiciens, nous appellerons ce qui, dans une situation quelconque, un S quelconque, tient lieu de domaine d'évaluation des identités et différences de l'apparaître interne, on l'appellera le transcendantal de la situation. Définition capitale. Alors vous voyez, en gros, nous avons l'être de la situation S, qui est son existence élémentaire comme multiplicité, mais nous devons toujours avoir le transcendantal de la situation qui régit à l'intérieur de la même situation les protocoles d'identité ou de différence. Alors comme tout ce qui est, le transcendantal est un multiple, puisque tout ce qui est un multiple, et naturellement, il appartient à la situation dont il est le transcendantal. Mais ce multiple est doté d'une structure qui autorise qu'à partir d'elle, on dispose les valeurs, les degrés d'identité entre deux multiples qui apparaissent dans la situation. Cette structure a des propriétés variables selon les situations, mais elle a aussi des propriétés générales invariantes. Il y a une mathématique générale du transcendantal, c'est-à-dire une mathématique générale, non plus de l'ensemble comme tel, de la multiplicité comme telle, mais, si l'on peut dire, des différences qualitatives internes à un même multiple, à une même multiplicité. Alors, la mathématique du transcendantal a été développée de façon extrêmement serrée, de façon aussi historiquement assez récente. Nous entrons là dans des mathématiques qui sont, en tout cas, du siècle dernier. Alors, finalement, si nous admettons que la localisation, que nous disposons de cet appareillage de localisation, nous dirons, d'accord, mais comment maintenant la situation prodigue-t-elle aux multiples qui lui appartiennent leur localisation? Comment penser ce deuxième échelon de la différenciation en général? Au fond, on peut dire, et c'est ce qu'étudie le transcendantal, qu'est-ce que le là de l'être là? C'est-à-dire non pas le là de l'être en général, c'est-à-dire l'existence générale d'un être, mais quel est le là de l'être là, c'est-à-dire de l'être justement comme élément d'un autre être. Alors, la réponse est qu'on ne peut fixer, on était dans une situation donnée, on ne peut fixer la localisation d'un élément, d'un multiple, que par un réseau de relations qui détermine sa différence avec les autres éléments de la situation. Et c'est quelquefois une tâche extrêmement complexe. Alors, nous appellerons cette fois, encore un mot clé, nous appellerons apparaître. Nous appellerons apparaître ce qui de l'être comme tel, un multiple mathématique,
est pris dans un réseau relationnel situé tel qu'on puisse dire que cet être est plus ou moins différent d'un autre être. Donc la totalité qui nous concerne, concernant cette approche de l'être comme tel, se termine là à peu près. Il y a dans le multiple lui-même une figure de l'être qui est destinée, elle, à prodiguer la différence entre des multiples du même être. Et c'est ce que va étudier finalement non plus l'ontologie de la multiplicité, mais son transcendantal. Du point de vue du lexique, je le dis, nous appellerons apparaître, pour rejoindre un peu les ontologies classiques, nous appellerons apparaître ce qui, de l'être comme tel, encore une fois S, un multiple mathématique, est pris dans un réseau relationnel. Alors évidemment, la question essentielle, c'est que nous avons là les mécanismes définis de la différenciation immanente, mais ontologiquement, un multiple ne peut pas différer plus ou moins d'un autre. Ça, c'est une remarque tout à fait triviale, mais tout à fait importante. Un multiple n'est identique qu'à lui-même. Et c'est une loi de l'être en tant qu'être que la moindre différence locale, portant par exemple sur un seul élément différent au milieu d'une infinité d'autres qui sont identiques, eh bien tout ça entraîne une différence globale absolue. Si deux ensembles diffèrent par un seul élément, ils sont des ensembles différents. Après, la question de la proximité, etc., ne concerne plus cette décision ontologique qui fait que la différenciation par l'apparaître est telle qu'elle est irrémédiable. Alors, finalement, en situation, les multiples peuvent différer plus ou moins, se ressembler, voisiner, mais ce qui régit l'apparaître, ce n'est pas la composition ontologique d'un des temps particulier, mais les évaluations relationnelles dont je parle, qui fixent la situation et la localisent en elle. Tout cela nous fait passer à l'idée que toute situation, c'est-à-dire toute multiplicité, possède une logique propre, qui est la logique transcendantale, qui est la législation de l'apparaître, ou la législation du là, de l'être là. Alors le réquisite minimal pour toute localisation est qu'on puisse fixer un degré d'identité ou de non-identité entre un élément A et un élément B, supposés l'un et l'autre appartenir à la situation S. On est donc fondé à penser qu'existe dans toute situation ce que nous appellerons une fonction d'apparaître, qui, étant donné deux éléments de la situation S, mesure leur degré d'identité. Nous écrirons, si les deux éléments sont alpha et bêta, nous écrirons iota de alpha bêta, la fonction d'apparaître. Elle désigne, c'est très important de se le dire, elle désigne la mesure selon laquelle, d'après la logique de la situation, nous pouvons dire que les multiples alpha et bêta d'un même ensemble apparaissent identiques. C'est donc une identité située et non pas une identité d'être originaire. C'est du point de vue de l'examen immanent à un élément déterminé qu'apparaît cette logique, et elle est tout à fait différente de la logique ontologique. Alors on va demander immédiatement, oui d'accord, mais quelles sont les valeurs de la fonction d'apparaître? On veut bien voir comment on va la compter. Qu'est-ce qui mesure le degré d'identité entre deux apparitions de multiplicité? Alors là encore, il faut le dire, il n'y a pas de réponse générale ou totalisante. L'échelle d'évaluation de l'apparaître, la logique d'une situation, si vous voulez finalement, dépend de la situation et varie avec la situation. Ce que l'on peut dire, c'est que dans toute situation existe
une échelle de différenciation, et que c'est une thèse sur l'être lui-même en général. Il n'existe pas d'être sans qu'il ait supporté à l'intérieur de lui-même un appareillage de différenciation de ce qui le constitue. Alors cette structure est impérative, mais elle a des propriétés variables, elle a aussi des propriétés générales. Il y a une mathématique générale du transcendantal, comme je l'ai déjà dit. Alors vous voyez, au travers de tout cela, qui est le préliminaire, il est essentiel de voir que l'existence n'est pas une catégorie de l'être, mais une catégorie de l'apparaître. C'est le point clé. Si l'existence était une catégorie de l'être, elle serait simplement réductible à une multiplicité quelconque. Parce que c'est ça qui, en effet, décrit ontologiquement tout ce qui est. On peut donc dire que l'existence relève de la logique de l'être et non de son statut ontologique. Ou on peut dire que ce n'est que selon son être là, et non selon sa seule composition multiple, qu'un être peut être dit exister. Alors vous voyez que là, nous forgeons un point évidemment essentiel de tout l'exposé, qui est la différence entre être et exister. Être, c'est être multiple. Exister, c'est être multiple dans un autre multiple et être évalué quant à ces différenciations élémentaires. De sorte que dire qu'il y a composition multiple, c'est toujours dire en même temps qu'il existe un degré d'existence qui est situé quelque part entre l'existence, l'inexistence et l'existence absolue. L'existence est à la fois, c'est ça que je voudrais souligner, un concept purement logique et un concept intensif. C'est le point où, d'une certaine façon, le qualitatif s'introduit dans la figure ontologique initiale, par la différenciation immanente. Et ce point a eu, dans la logique moderne d'abord, mais dans la philosophie générale ensuite, une importance considérable. Pour examiner une situation quelconque, vous ne pouvez pas vous en tenir à l'être multiple de cette situation. Vous devez détecter à l'intérieur d'un appareillage plus grand, plus élargi, le système d'évaluation de sa différence propre d'avec les autres éléments de la situation, avec les autres multiplicités de la situation. Autrement dit, l'existence, qui comporte le fait non seulement d'être un élément d'un ensemble, mais d'être un élément différenciable des autres, l'existence est un concept qui est à la fois qualitatif et intensif. C'est un concept qui relève à la fois de la multiplicité quelconque et de l'évaluation. Et lorsque nous sommes parvenus à ce point, nous pouvons enfin en venir à la mort, qui était l'objet véritable de tout cet appareillage. On serait tenté de dire qu'un étant est mort quand, dans la situation référentielle, son degré d'existence est minimal, ou quand il inexiste dans la situation. On peut affirmer d'un étant petit a qu'il est mort, revient à constater qu'on a l'équation sigma de a égale 0. Ce qui signifie aussi bien que la mort est l'absolue non-identité à soi, la perte de ce minimum logique d'existence qui est une valeur non nulle de l'identité. Au fond, on pourrait
céder à l'idée de définir ontologiquement la mort dans ces termes, dire la perte de ce minimum logique d'existence qui est une valeur non nulle de l'identité. Mais ce serait faire quoi? Ce serait en réalité confondre la mort et l'inexistence. L'inexistence signifie tout simplement que la représentation formelle de telle totalité ne possède aucun principe d'existence. C'est-à-dire, l'inexistence est une catégorie de l'ontologie. Tandis que la perte, la mort, comme ce qui advient à l'élément d'une multiplicité, a fait preuve d'existence, précisément. Elle inexiste dans la mort, mais pour cela, elle a d'abord été évaluée comme un des points d'existence et des degrés d'existence dans la situation générale. Il est donc tout à fait capital de savoir que la mort est autre chose que l'inexistence, pour la raison fondamentale que la mort survient, la mort arrive. La mort n'est pas une détermination ontologique stable d'un élément quelconque, d'un ensemble quelconque. Pour qu'on puisse parler de mort, on doit pouvoir définir ce que c'est que la disparition d'un vivant, ou en tout cas d'un existant. En fait, c'est toute la profondeur mathématico-ontologique d'une lapalissade bien connue. Vous savez, c'est ça. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Un quart d'heure. C'est très profond, cette idée, pour définir la mort. En effet, un quart d'heure avant sa mort, et même 3 secondes avant sa mort, il était encore en vie. Elle résiste à toute moquerie, cette phrase, parce que on expérimente avec stupéfaction et douleur la vérité de cette formule quand on est auprès d'un grand malade. Alors on dira donc, ça c'est une définition capitale, la mort est la venue d'une valeur minimale de l'existence pour un étant doté d'une évaluation positive de son identité. Donc ça va se passer entièrement dans le registre de l'intériorité. Je le redis, la mort est la venue, la survenue d'une valeur minimum de l'existence pour un étant doté d'une évaluation positive de son identité. L'identité est prescrite par la totalité envisagée et cet élément, par conséquent, est aussi évalué quant à son identité, mais il est aussi évalué quant à sa puissance vitale, si je puis dire, c'est-à-dire à son existence. Alors vous voyez comment les vocables s'intègrent. Vous avez une paire qui est existence et identité, et vous avez une paire qui fait basculer l'existence du côté de son évaluation en valeur qui peut être une valeur minimale. Alors, on peut dire formellement, il y a mort de l'étant A quand on passe de l'équation existentielle A, l'existentielle f de AA égale quelque chose, autrement dit, quand la distance de l'élément à lui-même a une certaine valeur, ou P a une valeur non minimale, P est différent de 0, quand on passe de cela à la même équation où l'égalité se fait à 0 et non pas à P. Donc la mort est la modification de l'équation existentielle d'un élément. Elle est définissable comme une valeur, le passage d'une valeur non minimale
de l'appréciation immanente du degré d'existence d'un être à l'équation, la même équation, valant 0, c'est-à-dire la valeur minimale. Dans ce cadre, la mort, et c'est fondamental, n'est pas de l'ordre de l'être. Elle est une catégorie de l'apparaître. Elle est une catégorie de l'apparaître, ou plus précisément une catégorie du devenir de l'apparaître. Ou encore, la mort est un concept logique et non un concept ontologique. C'est ce qui fait d'ailleurs la possibilité de pleurer parce que quelqu'un qu'on connaît est mort. Au fond, que pleure-t-on exactement? On pleure parce que, d'une certaine façon, la mort est survenue dans l'apparaître, alors que, par ailleurs, le lien que nous avions à celui qui meurt était institué dans le réel, donc institué dans la figure de son élémentarité perceptible. Donc la mort est une catégorie qu'on pourrait dire même plus précisément du devenir de l'apparaître. Ou encore, la mort est un concept logique et non un concept ontologique. Tout ce qu'on peut dire du mourir, c'est qu'il est une affection de l'apparaître qui fait passer d'une existence en situation positivement évaluable, même si elle n'est pas maximale, à une existence minimale. Alors, existence minimale, ça veut dire nulle relativement à la situation. La nullité est prescrite par les appareils d'évaluation de la situation. Parce que nul en soi, ça n'a aucun sens pour un multiple donné. Le multiple donné est toujours captif de sa multiplicité. Seul peut être dit nul ontologiquement l'ensemble vide, lequel, soit dit en passant, présenté ou imprésenté, n'est jamais exposé à mourir, ni même à passer d'un degré d'existence à un autre, vu qu'il n'a aucun degré d'existence. Alors, tout le problème de la mort est de savoir en quoi consiste un tel passage. Elle est un concept du passage d'une existence en situation évaluable à une situation nulle relativement à la situation. Alors rien moins n'est requis que de savoir en quoi consiste ce passage complexe pour avoir l'intelligence complète de ce point. Qu'une théorie multiple des ensembles naturels accompagnée d'une théorie de l'événement. Pour venir à bout de ce point, de cette complexité, il faudrait tout cet appareillage, mais je vais me contenter de 2 points conclusifs sur la mort. Au fond, le passage d'une valeur d'identité ou d'existence à une autre valeur d'identité ou d'existence ne peut pas être un effet ou une détermination immanente de l'étant concerné, de celui qui existe, de celui qui meurt. Car cet étant n'a justement pas d'autre immanence à la situation, et par conséquent à sa propre identité, que son degré d'existence. Le passage résulte nécessairement d'une cause extérieure qui affecte localement ou globalement les évaluations logiques ou la législation de l'apparaître. Autrement dit, ce qui se passe avec la mort est un changement en extériorité de la fonction d'apparaître d'un multiple donné. C'est-à-dire le multiple donné exposé à la mort, c'est que sa fonction d'apparaître s'est trouvée modifiée. Ce changement est toujours imposé à l'étant qui meurt, et cette imposition reste contingente, c'est-à-dire elle advient ou n'advient pas selon des circonstances calculables ou incalculables. Au fond, la formule juste quant à la mort, ici donnée dans son appareillage logico-mathématique complet qu'il n'avait pas,
C'est la formule de Spinoza, bien connue, livre 3 de l'Éthique, proposition 4. Nulle chose ne peut être détruite sinon par une cause extérieure. Nulle chose ne peut être détruite sinon par une cause extérieure. Pour Spinoza, il est impossible de dire d'un étang qu'il est mortel si on entend par là qu'il lui est intérieurement nécessaire de mourir. Tout au plus peut-on admettre que la mort est pour lui possible, au sens où peut lui advenir un brusque changement de la fonction d'apparaître, ce changement pouvant être une minimalisation de son identité et donc de son degré d'existence. Ça, c'est le premier point. Il s'ensuit que la méditation de la mort est en soi vaine, comme également Spinoza le déclare, et alors le sujet cesse d'importer peu, puisque ce qui est arrivé est une disjonction dont il a été accablé. Spinoza écrit à ce propos: « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. » Ce qui veut dire la méditation doit être méditation non de ce qui arrive accidentellement dans la singularité d'un espace, mais de l'existence même de cet espace. Alors, ce sera mon dernier mot, méditons la vie. Merci. À la prochaine fois. Alors je vous redis, vous pouvez constituer des questions que vous ferez transiter par, par les gens que vous connaissez, etc., ou que vous apporterez directement la prochaine fois. Hein.